Dans ce service de néonatologie, un bébé est en arrêt respiratoire. Qu'est-ce qui se passe? Docteur! Regardez, c'est Paul. Il est cyanosé. Augmentez l'oxygène. Pierre et moi allons aujourd'hui découvrir le quotidien des nourrissons nés avant terme. Je vais vérifier que ses poumons sont bien ventilés. Heureusement, ceci n'est pas une véritable urgence. Nous sommes en formation au service de néonatologie des cliniques de Main-Kinzig. Je vous présente Paul. Paul est un mannequin. Qu'a-t-il de si spécial, docteur Wilhelm? Paul est un mannequin qui peut simuler de nombreuses réactions d'un vrai prématuré, et ce de façon très réaliste. Nous venons d'assister à une urgence typique. Un nourrisson oublie de respirer et fait un arrêt respiratoire. Il est cyanosé avec une fréquence cardiaque en baisse et il faut agir vite. C'est une situation courante dans notre service et à laquelle on peut se préparer grâce à Paul. Comme on le voit, il respire de nouveau régulièrement depuis notre intervention. On peut sentir son pouls et on peut vraiment entendre sa respiration et son cœur quand on l'examine. Tout à l'heure, nous nous entraînerons à l'assistance respiratoire sur Paul. Un enfant est considéré comme prématuré quand il naît avant la 37e semaine de grossesse. Et vous allez voir que ces bébés ont souvent un début de vie difficile. Urgence au service de prématurés de l'hôpital pour enfants d'Altona à Hambourg. Un bébé est né par césarienne. Arrivé en avance, il est trop petit et trop léger. L'enfant n'a même pas 1 minute de vie. Priorité absolue, le faire respirer. La petite fille vient tout juste de sortir du ventre de sa mère. Des restes de liquide amniotique obstruent ses voies respiratoires. Elle respire mal et de façon irrégulière. Le médecin doit aspirer les sécrétions. Mais le nouveau-né n'est pas au bout de ses peines. Ses poumons sont encore trop faibles. On lui pose un masque de ventilation pour l'aider à respirer. Elle a poussé son premier cri comme il fallait et puis elle s'est arrêtée. Ensuite, nous avons dégagé ses voies respiratoires. Tu pourrais respirer un peu plus régulièrement, ma puce. Comme ça, c'est bien. C'est ce que je veux voir. On voit à ses respirations qu'elle a encore du mal. Le papa peut enfin toucher son enfant. Après 5 minutes et 23 secondes de vie, la petite fille a surmonté son premier défi. La situation se détend un peu. Je lui retire l'assistance respiratoire. Sa saturation en oxygène est bonne. Mais j'ai l'impression que ça te fatigue, hein? Le nouveau-né va maintenant être soumis à toute une batterie d'examens. Comme la respiration ne fonctionnait pas correctement à la naissance, le pédiatre et une aide-soignante mettent le bébé sous CPAP, un appareil pour l'aider à respirer. La CPAP, c'est un peu l'arme miracle. L'appareil fournit une pression continue qui maintient les voies respiratoires et les poumons ouverts, ce qui facilite le travail respiratoire et améliore l'échange gazeux. Le bébé n'en a pour autant pas fini avec les médecins. Des examens importants doivent être effectués, dont certains sont douloureux. Par exemple, une prise de sang. Le docteur Wiedemann va devoir enfoncer une aiguille dans ce tout petit corps. Nous allons mesurer les taux d'hémoglobine, de plaquettes et de globules blancs, ainsi que les marqueurs inflammatoires, même si le risque inflammatoire paraît faible. Cela fait partie des examens de routine. Le médecin a recours à une astuce. Il administre au nourrisson un comprimé de sucre dans la bouche. Le sentiment de bien-être qu'il procure est censé détourner l'attention de la douleur. C'est le moment pour le médecin de planter son aiguille dans la petite main. Les grands prématurés, qui doivent subir de nombreux examens douloureux, peuvent développer plus tard une phobie des aiguilles, par exemple, c'est-à-dire présenter des réactions anxieuses.
Il est donc de notre devoir, d'une part, de réduire ces examens douloureux, c'est-à-dire de ne pas effectuer d'examens inutiles, et d'autre part, s'il s'avère indispensable, de les accompagner correctement, notamment avec une administration de sucre. Le médecin ne peut pas prélever beaucoup de sang. À peine plus de 200 millilitres de sang par kilo circulent dans le corps de la fillette. Le calvaire n'est pas terminé pour autant. L'enfant ne pouvant pas encore téter, on lui pose une sonde gastrique par la bouche. Dans la pièce voisine, les résultats de la prise de sang viennent d'arriver. C'est parfait. Nous avons un pH de 7,3, tout à fait normal pour un nouveau-né, et un CO2 de 48 dans le sang veineux. Cela signifie que les échanges gazeux fonctionnent bien. C'est vraiment parfait. On ne pouvait pas faire mieux. Pour terminer, le docteur Wiedemann veut s'assurer que les organes et le cerveau du bébé n'ont subi aucun dommage invisible à l'œil nu. Le nouveau-né doit donc passer un dernier examen. À l'échographie, les lésions se traduisent souvent à l'écran par des zones claires. Mais là, il n'y a rien. C'est super. Le bébé a surmonté son premier jour de vie, mais il devra rester encore quelques jours en observation. C'est incroyable tout ce qu'un prématuré doit affronter pour survivre. Comme nous l'avons vu, il a souvent besoin d'une assistance respiratoire. Et c'est justement l'objet de notre premier exercice. C'est bien ça, docteur? Oui, comme nous venons de le voir, la respiration est l'un des points qui posent le plus souvent problème chez les prématurés, parce qu'ils oublient de respirer et que leurs poumons sont immatures. Il est donc fondamental que l'équipe maîtrise parfaitement l'assistance respiratoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je baisse la barrière? Oui, pour le ventiler, vous devez être au-dessus de sa tête. Il est minuscule. Nous allons le tourner doucement vers vous. Il faut veiller à faire suivre les câbles et à ne pas lui faire mal en le tournant. On détache le velcro et on le désolidarise de l'aimant. Coucou, Paul. Tout va bien se passer. Il est chaud? Oui, comme s'il avait une vraie peau. Vous pouvez le toucher, Dörte. Sa peau est souple et douce, comme celle d'un vrai prématuré. Il a même une veine. Oui. L'étape suivante, c'est d'ouvrir les voies respiratoires. C'est comme les ronfleurs, dont la langue tombe dans la gorge. L'enfant a d'abord besoin qu'on libère ses voies aériennes. Il faut mettre le menton ni trop près de la poitrine, ni trop en arrière. C'est bien, un peu plus en arrière. Il faut que la bouche et le nez soient à la même hauteur. Une fois dans cette position, soit il recommence à respirer tout seul, soit il ne le fait pas, et nous devrons le ventiler. Il ne respire toujours pas. Effectivement. Il faut faire vite, non? Oui. Heureusement, il s'agit d'une simulation qui permet de s'exercer étape par étape. Dans la réalité, il aurait fallu être plus rapide. Après le déclenchement de l'alarme, nous aurions eu entre 30 et 40 secondes pour intervenir. Et ça arrive tous les jours? Cela arrive régulièrement dans ce genre de service. Waouh. Les prématurés doivent presque toujours être ventilés au début. Ah, d'accord. Plus ils sont petits, plus c'est le cas. Tiens, Dörte. Ça, c'est un insufflateur manuel. Je vous montre. Comme vous voyez, il se compose d'un masque qui est adapté au visage de Paul. On l'applique en pressant avec la main. Dörte, vous pouvez essayer. On appuie doucement sur le visage. Pierre, vous faites pression sur le ballon, mais tout doucement. Comme ça? Oui, le rythme est parfait. Et on maintient une bonne étanchéité sur le masque. Les voies respiratoires sont ouvertes. Attention à ne pas comprimer le larynx. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Le moniteur permet de vérifier si vous travaillez bien. Si Dörte, par exemple, ne bascule pas trop la tête du nourrisson en arrière. On voit que Pierre tient le ballon, que le nourrisson respire correctement et que la position de la tête est presque correcte. Un tout petit peu plus vers l'avant. Vers l'avant, d'accord. C'est parfait, l'air devrait arriver. On oublie vite que c'est un mannequin. Moi, je suis bien contente que ça en soit un parce que c'est une sacrée responsabilité. Ça se joue au millimètre. Une mauvaise position de la tête et le bébé n'a plus d'air.
Dans la réalité, votre intervention serait absolument vitale et devrait être réalisée en moins de 60 secondes. Sinon, il serait trop tard pour Paul. Il faut être super précis. Oui, et l'équipe doit travailler en parfaite coordination. Mais vous vous êtes bien débrouillé et vous auriez sauvé Paul. Et est-ce que Paul est un exemplaire unique? Il existe une quinzaine de mannequins de ce genre en Allemagne. C'est malheureusement trop peu au regard des 200 centres de néonatologie qui prennent en charge des prématurés. Tous ces établissements auraient besoin d'un Paul pour s'entraîner de manière adéquate. Chaque geste doit être parfaitement maîtrisé afin d'éviter que le prématuré ne développe des séquelles. D'où cette formation à la pointe des nouvelles technologies. Et vous allez voir que dans le domaine de la prise en charge des prématurés, on a aussi fait de gros progrès. Ces prématurés ont de la chance. En Europe, jamais le taux de survie sans séquelles graves n'a été meilleur qu'aujourd'hui. Chaque année, environ 15 millions d'enfants dans le monde naissent avant terme. En France, environ 7% des bébés arrivent au monde avant la 37e semaine de grossesse. En Allemagne, ce chiffre est même supérieur à 8%, l'un des taux les plus élevés d'Europe. Cela est principalement dû au fait que les femmes des pays industrialisés deviennent mères de plus en plus tard. Les fécondations in vitro sont plus courantes. Grossesses multiples, tabagisme et surpoids augmentent aussi le risque de naissance prématurée. Tu respires bien, d'accord ? Les équipes soignantes hautement spécialisées savent aujourd'hui beaucoup mieux ce dont ces êtres minuscules ont besoin. Il y a encore 50 ans, les dortoirs étaient trop lumineux et trop bruyants pour les prématurés. Jusque dans les années 1970, leurs parents n'étaient souvent autorisés à les voir qu'à travers une vitre, par crainte des infections. Plus terrible encore, jusqu'au milieu des années 1980, aux États-Unis et en Angleterre, de nombreux bébés étaient opérés sans anesthésie. Les médecins de l'époque pensaient que leurs cerveaux immatures ne ressentaient pas la douleur et que les risques liés à l'anesthésie étaient trop élevés. En 1973, en Allemagne de l'Ouest, pas un seul bébé pesant moins d'1 kilo à la naissance n'a survécu à sa première année. Aujourd'hui, 60 à 80% des prématurés nés à la 24e semaine de grossesse y parviennent. Le plus petit prématuré à avoir survécu ne pesait que 245 grammes à la naissance. C'était en Californie en 2019. Mais la petite Seibi est une miraculée. Malgré les progrès médicaux, plus la naissance d'un bébé est précoce, plus le risque de séquelles graves est élevé. Je vais t'embêter un peu avec l'échographie. Je commence par le cœur. Les prématurés en dessous du seuil critique de 1,5 kg font l'objet d'une attention spécifique. La moindre infection peut s'avérer fatale. Surtout, leurs organes ne sont pas suffisamment matures pour affronter la vie hors de l'utérus. Leur cerveau est particulièrement sensible. Les connexions entre les neurones ne sont pas encore assez développées et les hémorragies cérébrales peuvent avoir de lourdes conséquences. Des études montrent que plus tard, les prématurés obtiennent en moyenne de moins bons résultats à l'école, toutes matières confondues, que les enfants nés à terme. Selon une étude bavaroise, les grands prématurés présentent 10 fois plus de difficultés d'apprentissage et de concentration. Un très grand prématuré sur 5, dont le poids à la naissance est inférieur à 1 kg, souffre de paralysie et de spasticité suite à une hémorragie cérébrale ou à un manque d'oxygène à la naissance. Une prise en charge précoce améliore désormais le développement, mais le risque de lésion cérébrale à long terme demeure très élevé. Les techniques de ventilation ont en revanche beaucoup progressé et sont nettement moins agressives pour les petits poumons encore remplis de liquide amniotique. Immatures, ils ne peuvent pas encore synthétiser le surfactant, une substance qui empêche les alvéoles pulmonaires de s'affaisser à l'expiration. Depuis les années 1990, on administre aux prématurés du surfactant d'origine animale, ce qui a grandement amélioré leurs chances de survie. Le cœur, les poumons, l'estomac, tout est parfait. Les poumons de la plupart des prématurés restent pourtant plus fragiles que ceux des enfants nés à terme. Au cours des premières années de vie, pas de quoi gêner le quotidien. Mais la capacité pulmonaire diminuant naturellement avec l'âge, des problèmes chroniques peuvent apparaître assez tôt.
C'est ce qu'indiquent les premières études réalisées à l'âge adulte sur d'anciens prématurés. Une naissance précoce peut donc avoir des effets tout au long de la vie. Heureusement, tous les prématurés ne souffrent pas de pathologies graves. Beaucoup ont juste besoin de repos et de soins attentifs. Tout va bien. Dans le quotidien trépidant de l'hôpital, les équipes de néonatologie se sont adaptées à leurs petits patients. Regroupement des examens, éclairage tamisé des couveuses, réduction des bruits dans le service. Sans oublier l'implication précoce des parents, un autre changement majeur. Le pot à pot permet un contact direct avec l'enfant. Une méthode née en Amérique du Sud à la fin des années 1970 pour pallier un manque de couveuses. Je suis bien. J'adore sentir battre son cœur. Bénéfique à l'enfant comme aux parents, le pot à pot stabilise le rythme cardiaque, la température et la respiration. Il renforce le lien, stimule la production de lait et réduit le stress. Les scientifiques ont prouvé ce que les parents savent depuis longtemps. Les câlins sont le meilleur des remèdes. Alors surtout, pas de panique. La plupart des bébés prématurés se développent tout à fait normalement. C'est le cas pour Clara et Emma, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez accouché il y a 5 semaines. C'est ça. Et depuis? Elles ont toutes les deux pris 1 kilo. Elles ne sont plus sous médicaments ni assistance respiratoire. Elles font tout toutes seules, comme des bébés normaux qui seraient nés à terme après 40 semaines de grossesse. Et est-ce qu'aujourd'hui le terme est dépassé? Non, il était prévu pour dans 1 mois. Oh, elles sont donc arrivées très tôt. Oui, à la 31e semaine de grossesse. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Une poche amniotique s'est rompue. L'autre sœur devait donc sortir aussi. Oui. Mais toute la famille s'en est très bien sortie. La maman, le papa et les 2 filles. Les jumelles pèsent aujourd'hui un peu plus de 2 kilos, grâce au super travail qu'ils ont fait ensemble, tous les 4. Ça a dû être une grande surprise pour vous. Vous avez eu peur? Oui, bien sûr. Ça a été un choc de les voir arriver si vite. J'ai été complètement prise au dépourvu. Mais nous en avons beaucoup discuté avec le docteur Wilhelm et les autres, et la peur s'est vite dissipée. De quoi êtes-vous la plus fière? Qu'elles se développent aussi bien. Ce sont de vraies battantes. Elles vont bientôt pouvoir rentrer à la maison. Mais elles doivent d'abord passer un examen, je crois. Effectivement. La sortie est toujours conditionnée par un dernier examen. Je vais donc examiner les jumelles de façon approfondie avant de les autoriser à rentrer avec leurs parents. Et vous pouvez rester. Ah, super. Bonjour. Tu t'es bien reposé? La digestion est OK, la peau est bien irriguée et on a une bonne motricité des 4 membres. Je vais palper l'estomac, doucement. Elle fait 1 kilo de plus qu'au début, mais il faut quand même faire attention. Elle a déjà des petits biscottos. Bravo. Et en arrière, on regarde les pieds. Là aussi, les réflexes sont normaux. Le réflexe de préhension est bon. On fait du pédalo. On va maintenant la retourner. Hop là. Les fesses qui se tournent, c'est un autre réflexe du bébé, vous voyez? Une fois d'un côté, une fois de l'autre. On va maintenant regarder comment elle tient ses bras et ses jambes. Les jambes sont bien tendues, c'est super. On vérifie aussi la fontanelle qui est encore ouverte, entre les os du crâne. On la sent sous les doigts. Je vérifie encore la peau. Super, je suis content. Tout est comme il faut. Elle peut rentrer avec vous. C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous avez vérifié au juste? Le cœur, les poumons, l'estomac. On palpe les organes pour vérifier qu'ils ne sont pas trop gros. On regarde aussi la peau sur toute sa surface pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésions comme de petits hémangiomes. Ensuite, on teste les réflexes archaïques. Par exemple, le réflexe de préhension. Comme nous l'avons vu, ses mains s'agrippent dès qu'on approche un doigt.
C'est la même chose avec les pieds. Ils s'agrippent dès qu'on les chatouille. Les fesses qui bougent, les bras et les jambes qui se placent dans une certaine position en fonction de l'orientation de la tête, tous ces éléments témoignent du bon développement de l'enfant, y compris du point de vue neurologique. Super, eh bien bon retour à la petite famille. Merci. Pas facile pour les parents qui doivent attendre que leur enfant puisse boire et respirer de façon autonome avant de le ramener à la maison avec eux. L'hôpital pour enfants d'Altona à Hambourg. Les jumelles Anna et Ida sont nées avec 11 semaines d'avance. Comme la plupart des prématurés, elles ne peuvent pas encore téter et respirer toutes seules, sans assistance. Or, elles doivent boire suffisamment de lait pour continuer à se développer et à prendre du poids. On va peser Ida avec ses vêtements. 2,450 kg sans le câble. Lenka Wagner, la maman, donne le sein à ses 2 filles. Même s'il ne s'agit que de quelques millilitres, l'allaitement renforce le lien mère-enfant. Une alimentation au biberon complète si nécessaire le lait maternel. Je ne pense pas que l'allaitement soit toujours indispensable pour créer le lien. Mes filles sont aussi parfois nourries au biberon. Et ça n'entrave pas leur relation avec leur mère ou leur père. La petite Ida ne reste pas au sein très longtemps. L'effort est déjà trop important pour elle. Soudain, les appareils de surveillance sonnent l'alarme. Un signe que la plus petite des jumelles est encore loin d'être autonome. Lorsque la saturation en oxygène se met à baisser, un voyant orange s'allume et une alarme se déclenche. Mais ce n'est pas encore dramatique. En revanche, quand le signal passe au rouge et que le son devient strident, une infirmière arrive généralement immédiatement. Quand Ida est en train de boire ou de digérer, elle a tendance à arrêter de respirer. Pendant ce temps, Angelika Reher, l'infirmière, prépare du lait pour la grande sœur. Il lui manque encore 35 millilitres. Et on complète le lait maternel pour qu'elle se développe mieux. Voilà, Anna. Anna est alimentée au biberon par une aide-soignante. Pour pouvoir contrôler sa respiration et ses valeurs sanguines, l'équipe la reconnecte à l'appareil de surveillance. L'aînée des jumelles boit généralement ses rations sans problème. Sa sœur Ida, en revanche, est principalement nourrie à l'aide d'une sonde qui va dans son estomac. Son lait est enrichi, notamment avec des protéines, du sucre, des minéraux et des vitamines nécessaires à son développement. Sans cette prise en charge, ni Ida ni Anna n'auraient survécu. Chez un prématuré, la succion et la déglutition ne sont pas encore acquises. C'est compliqué. Cela nécessite un apprentissage. C'est le cas pour ces jumelles qui sont arrivées 11 semaines trop tôt. Et c'est pour ça que nous sommes là. Environ 4 semaines plus tard. Entre-temps, la pandémie de coronavirus est venue tout bouleverser. Mais la maman d'Anna et Ida ne veut pas y penser. 11 semaines et 4 jours après leur naissance, le moment tant espéré est arrivé. Les 2 sœurs peuvent rentrer à la maison. La famille va enfin être réunie. Les parents sont venus chercher les jumelles, accompagnés du grand frère. Je suis émue et très heureuse. C'est un mélange de plusieurs sentiments. J'appréhende un peu ce qui va se passer, mais j'ai surtout hâte. En pleine crise sanitaire, la famille rentre chez elle avec les 2 prématurés. Mais pour la mère, aucune raison de céder à la panique pour autant. On ne va pas se barricader. Je compte bien sortir me promener avec mes filles. Je ne les emmènerai peut-être pas au supermarché, mais on va continuer de vivre normalement. Nous avons 2 petites filles en bonne santé. C'est le plus important. Malgré leur jeune âge, Anna et Ida ont déjà surmonté bien des défis. Le service de prématurés de l'hôpital pour enfants d'Altona aura été la première étape d'une vie que l'on espère longue et heureuse. Une vie qui aura débuté à une époque où la santé est plus que jamais un enjeu majeur.
Est-ce que dans votre service de néonatologie, vous avez renforcé les mesures au plus fort de la crise sanitaire? Oui, comme tout établissement de santé, nous avons dû nous adapter à la situation en restreignant un peu les visites. Cela a concerné les frères et sœurs ainsi que les grands-parents, qui étaient les bienvenus mais qui devaient rester à l'extérieur du service. Toutefois, notre point de vue, qui est aussi celui de l'association des parents d'enfants prématurés, est que la mère et le père ne sont pas des visiteurs, mais font partie intégrante de la prise en charge de l'enfant. Même au plus fort de la crise, les mères étaient autorisées à rendre visite à leur bébé. Les pères pouvaient aussi venir tous les jours. Le lien parent-enfant a donc toujours été maintenu. Merci beaucoup, Dr Wilhelm. Merci à vous. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Restez curieuse et curieux. À la prochaine.